22 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue tout de suite. Voici les titres de cette édition. Djibouti a accueilli ce dimanche 26 novembre la visite du président du Conseil souverain de transition du Soudan. Et la journée africaine de la statistique a été célébrée ce matin. Vous entendrez le Premier ministre dans ce journal. Et dans l'actualité internationale, Israël et la résistance du Hamas ont conclu une trêve de 4 jours qui doit permettre d'acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, qui, à la tête d'une délégation de son pays, a effectué une visite de travail placée sous le signe du renforcement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux nations, sœurs aux liens anciens, tissés par le fil de l'histoire, de la communauté de valeurs et de l'appartenance à la même région. La visite de travail de M. Abdel Fattah al-Burhan à Djibouti a été essentiellement marquée par une rencontre au sommet avec le président Guelleh. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont été dominés par le conflit au Soudan et les voies et moyens permettant à ce pays frère de renouer avec la paix, la stabilité et la concorde nationale. D'autres sujets d'intérêt commun, d'ordre régional, continental et international, ont également été évoqués au cours de cette rencontre. La République de Djibouti se distingue par son engagement continu en faveur du règlement de la crise soudanaise. À l'origine d'un plan de sortie de crise pour le Soudan, le président Guelleh n'a de cesse, depuis le début des hostilités dans ce pays frère le 15 avril, de mettre à profit tous les canaux diplomatiques, bien sûr le plan bilatéral qu'au niveau de son leadership actuel à la tête de l'IGAD en vue d'une solution pacifique et durable à la guerre au Soudan. Outre un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, la visite de travail du président soudanais à Djibouti a entre autres été marquée par une réunion élargie aux collaborateurs des deux parties. Le président soudanais a discuté avec son homologue djiboutien des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays frères ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties ont souligné la nécessité d'une solution soudanaise à la crise actuelle avec un appel à l'assistance régionale et internationale pour aider les Soudanais à surmonter cette crise. La partie soudanaise a salué le rôle de la République de Djibouti dans la recherche d'une solution au conflit au Soudan, tant au niveau des relations bilatérales qu'en tant que président de la session actuelle de l'IGAD. Les deux parties ont également accueilli favorablement les initiatives régionales et internationales appelant à mettre fin à la crise soudanaise, en particulier l'initiative d'Addis Abeba, l'Union africaine et la plateforme de Jeddah. Elles ont souligné la nécessité de coordonner ces initiatives pour éviter une complexité et une dispersion des efforts. Les deux parties ont souligné l'importance de respecter les accords conclus à la plateforme de Jeddah, en particulier la déclaration du 11 mai dernier et l'accord du 4 novembre, qui prévoit donc un cessez-le-feu à long terme et facilite l'accès à l'aide humanitaire. Les deux parties ont par ailleurs salué les efforts de l'Arabie saoudite et des États-Unis, partenaires clés dans la plateforme de Jeddah, et ont condamné les graves violations commises par les autorités israéliennes dans la bande de Gaza, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour protéger le peuple palestinien. Le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a procédé dans une intervention au récit de la situation qui prévaut actuellement au Soudan et a fait état de la détermination de son gouvernement à œuvrer en faveur du retour de la paix, de la stabilité et de la concorde dans son pays. لفخامة الرئيس التحية للإخوة جميعا. نحن سعيدين جدا وسعدنا بهذه الزيارة زيارة بلدنا الثاني. Je salue son Excellence, mon frère, le président de la République du Djibouti. Je vous salue également à tous les frères ici présents. Nous sommes très heureux et satisfaits de cette visite dans notre deuxième pays, Djibouti, avec laquelle nous entraînons des relations de longue date, des relations de frères et d'amitié.
Il est important pour nous de maintenir et développer et renforcer ces relations dans divers domaines, qu'ils soient politiques, économiques ou autres. Nous avons une coopération politique distinguée, nous avons une bonne coopération économique et nous travaillons dans des organisations internationales et régionales. Notre institution, qui est l'IGAD, a créé, joué son rôle pleinement pour trouver une solution au Soudan et nous espérons voir toujours des solutions efficaces pour faire face aux défis actuels au Soudan. C'est pourquoi nous avons souhaité cette visite du point de vue des liens de fraternité, des liens d'amitié, de leadership de son Excellence, le président de l'organisation de l'IGAD, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. La situation de conflit au Soudan de l'état actuel que nous connaissons tous ne cesse de prendre de l'ampleur. Et nous avons assisté à toutes les initiatives régionales et internationales qui tentent de trouver des solutions à cette situation. Nous avons beaucoup d'espoir de parvenir à une solution permanente avec le partenariat de l'IGAD et des organisations internationales qui contribuent de manière significative dans ce conflit pour trouver des solutions qui permettent de trouver notre unité, notre sécurité et notre paix en tant que Soudanais. Nous remercions nos frères du Royaume d'Arabie Saoudite pour la création de la plateforme de Jeddah qui a apporté des solutions. Si nous continuons pour la mettre en œuvre, elle nous sortira de la spirale, cette guerre. Nous avons discuté avec le président de la République des plans établis, de la feuille de route de l'IGAD en tant qu'organisateur dans la promotion des efforts visant à mettre fin à la guerre en faisant progresser les initiatives actuelles en place, que ce soit à travers la plateforme de Jeddah ou à travers l'initiative de l'IGAD, en vue de trouver des solutions au conflit au Soudan et d'arrêter cette guerre qui est désormais toute la priorité pour permettre aux Soudanais de retrouver leur vie normale. Et puis lancer un processus politique qui nous amène à une phase de transition dirigée par les Soudanais avec des solutions soudanaises. Nous remercions encore une fois son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour sa compréhension et son soutien pour le retour de l'unité au Soudan et pour son soutien pour son retour à la paix aux institutions étatiques souveraines au Soudan qui peuvent nous emmener à tous à reprendre une vie normale. Merci à tous. Et nous espérons que nous assisterons bientôt à un sommet de l'IGAD qui pourra nous conduire vers la sécurité, à une paix durable. Merci, Monsieur le Président. Et dans cette audience dévolue essentiellement aux voies et moyens permettant un règlement définitif de la crise actuelle au Soudan, prenant la parole, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a dans une intervention décliné les grandes lignes d'un plan de sortie de crise pour le Soudan qui prend départ avec la réalisation préalable d'un cessez-le-feu. الرئيس عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية بجمهورية السودان الشقيقة. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أرحب بكم في بلدكم الثاني. Votre Excellence, mon frère, président Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté et de transition de la République sœur du Soudan. Chers frères et sœurs, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans votre deuxième pays, Djibouti, en vous souhaitant un agréable séjour parmi votre famille, vos frères. Je profite de cette occasion pour saluer cette relation fraternelle forte entre nos deux pays et peuples frères. La République de Djibouti était et restera un allié et un frère pour toujours pour la République du Soudan, comme un pays frère avec lequel nous entraînons des liens de fraternité. De ce point de vue, nous tenons à la souveraineté, à la sécurité, à l'intégrité territoriale et à la stabilité du Soudan, frère, et à la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Nous pensons que la solution à la crise actuelle doit être soudanaise. Nous, en République de Djibouti, sommes prêts à apporter toute assistance, que ce soit au niveau des relations bilatérales ou à travers sa présidence, pour trouver des solutions qui mettront fin à la guerre. Nous pensons que la poursuite de la guerre, quelle qu'en soit la raison, menace l'unité et la souveraineté du Soudan et ouvre la voie à une ingérence extérieure. Nous espérons donc que les mesures nécessaires seront prises pour mettre fin à la guerre afin de promouvoir les intérêts des citoyens soudanais et à permettre au peuple soudanais de participer et décider de son avenir politique. Des initiatives régionales et internationales ont été prises depuis le début du combat le 15 avril pour mettre fin au conflit et trouver des solutions pacifiques à la crise. Alors, en tant que l'IGAD, nous sommes empressé de présenter dès les premiers instants une initiative visant à mettre fin à la guerre, car le Soudan frère est un allié de notre région. Aujourd'hui, nous constatons que toutes les initiatives vont dans la même direction et qu'il est de respecter une trêve humanitaire, atteindre les personnes touchées et d'ouvrir des couloirs de sécurité, puis entamer des arrangements politiques avec les participants des forces politiques soudanaises sans ingérence extérieure.
À cette occasion, j'appelle à la nécessité de coordonner les initiatives régionales et internationales et nous pensons que l'initiative de l'IGAD, l'Union africaine et la plateforme de Jeddah sont les plus appropriées pour trouver une solution à la crise soudanaise de longue date. Je ne manque pas non plus à cette occasion de saluer le rôle du Royaume frère d'Arabie Saoudite, représenté par la plateforme de Jeddah, aux côtés des États-Unis d'Amérique et de l'Union africaine, d'avoir créé et ouvert la porte au dialogue entre les Soudanais. Et j'appelle à toutes les parties à s'engager à mettre en œuvre pour trouver une solution permanente au Soudan. Votre Excellence, frère président, nous espérons voir une solution urgente à la crise soudanaise et que la guerre ne durera pas longtemps et que la paix sera rétablie. Le Soudan restera un pays frère et son peuple, connu pour sa générosité, va retrouver la paix. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a clos ce dimanche, en début d'après-midi, la visite de travail de quelques heures que, à la tête d'une délégation de son pays, il a effectuée à Djibouti. Au terme de cette importante visite, le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, a quitté le pays cet après-midi. Il a été salué à l'aéroport international de Djibouti par une importante aide d'honneur composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, le chef de la sécurité nationale, le secrétaire exécutif de l'autorité gouvernementale pour le développement, l'IGAD, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti accrédité au Soudan. Il convient de noter que le président soudanais, à l'heure de cette visite de travail, eut d'importants entretiens avec le président de la République, le président en exercice donc de l'IGAD, concentré principalement sur les relations bilatérales et les moyens d'approfondir la coopération conjointe entre Djibouti et Khartoum, mais aussi les récents développements sur la scène soudanaise. Les deux présidents ont également présidé une séance de discussion élargie au Palais de la République en présence des hauts responsables des deux pays. La République de Djibouti s'inscrit dans l'histoire en accueillant la journée africaine de la statistique avec une élégance qui reflète son engagement vers l'innovation économique et le pouvoir des données. Sous le thème « Moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf », le rôle des statistiques officielles et des grands ensembles de données. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, également président du Conseil supérieur de la statistique, cet événement a été l'occasion de réfléchir sur le rôle fondamental des statistiques dans la transformation économique et le développement durable du continent. Bien plus qu'une simple célébration, ce fut une démonstration de la façon dont les données sont devenues le pivot de l'économie mondiale. La ZLECAf, entrée en vigueur en janvier 2021, représente un tournant significatif pour le continent africain. La journée africaine de la statistique à Djibouti a servi de plateforme pour disséquer minutieusement le rôle des statistiques officielles et des méga-données dans cette entreprise audacieuse. Alors que la ZLECAf encourage les pays africains à augmenter le commerce intra-africain, l'harmonisation et la coordination des données deviennent des aspects cruciaux pour garantir des décisions éclairées et des politiques cohérentes. En effet, le virage vers une économie axée sur les données est évident. Djibouti, à travers la réforme de son système statistique, se trouve à la pointe de cette transformation. Chargé de la planification et du développement est célébré chaque année afin de sensibiliser davantage les utilisateurs à tous les niveaux au rôle important que joue la statistique dans tous les aspects de la vie sociale et économique en Afrique, en vue de les intéresser aux faits statistiques et de développer la culture de la statistique. L'objectif principal visé dans cette journée est d'exhorter tous les acteurs à œuvrer ensemble pour l'usage des données statistiques harmonisées, fiables et comparables dans tous les domaines d'activité de la vie politique, sociale, économique et culturelle, pour des prises de décisions cohérentes et transparentes. Au nom des hautes autorités ici présentes, je voudrais saluer la présence des partenaires au développement, des représentants des organisations bilatérales et multilatérales, des organisations professionnelles, de la société civile qui ont bien voulu se joindre à nous malgré leurs contraintes. Merci. Votre présence parmi nous témoigne de votre attachement au renforcement des capacités du système statistique national en vue d'assurer une mise en œuvre réussie de la stratégie nationale de développement de la statistique qui a été adoptée dans notre pays.
La représentante du FNEAP à Djibouti, Mme Acha Ibrahim Djamar, a évoqué l'importance d'un recensement général des populations et des habitations pour identifier les données fiables des problèmes existants dans le domaine de la santé afin de sauver des vies et au-delà, investir notamment dans l'innovation des données pour mieux comprendre les défis et protéger les droits de tous. Et de son côté, la représentante de la Banque mondiale à Djibouti a exprimé une opportunité sans précédent donc pour le ZLECAf et pour l'Afrique dans le but d'atteindre les objectifs de planification des solutions. On les écoute. C'est un immense plaisir pour moi de participer à cette commémoration de la Journée africaine de la statistique, journée célébrée dans un contexte où le pays est engagé dans la plus grande opération statistique d'un pays, à savoir le recensement général de la population et de l'habitat. Car aujourd'hui, avec les changements démographiques majeurs et une attention portée au développement international, des données précises et actuelles sont plus importantes que jamais. Une statistique n'est pas seulement un chiffre, elle raconte une histoire humaine. Elle parle de la santé et du bien-être des gens, de leurs problèmes et perspectives, ainsi que de leur situation socio-économique. Lorsqu'elles sont bien collectées et analysées, les statistiques peuvent faire progresser le développement durable en identifiant ce qui risque d'être laissé pour compte. Le thème de cette année, comme il a été répété, revêt une importance capitale, à savoir moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZECLAV, le rôle des statistiques officielles et des grands ensembles de données dans la transformation économique et le développement durable de l'Afrique. La mise en œuvre de cette zone, donc ZECLAV, offre à l'Afrique une opportunité sans précédent de créer un marché unique pour les biens et les services, ouvrant ainsi la voie à un développement économique accru et à une transformation durable de nos économies. Pour que la ZECLAV atteigne son plein potentiel, il est impératif que nous disposions de données solides et fiables. Les statistiques officielles jouent un rôle vital dans ce processus. Elles constituent la base sur laquelle repose la prise de décision, la planification stratégique et la surveillance des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Douale, a dans son discours mis en exergue un enjeu majeur dicté par nos propres défis et une prise de conscience capitale afin de générer une statistique crédible et particulièrement accentuée dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement, des objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous l'écoutons. Depuis quelques années dans un processus de réforme de l'appareil statistique national pour bâtir un cadre institutionnel et législatif fonctionnel qui régit l'activité statistique et également renforcer les capacités du système statistique national et de faire de cette institution une des institutions les plus performantes de la région et de l'Afrique. Ce processus de réforme statistique s'inscrit dans le contexte de la ratification de la Charte africaine de la statistique. Il vise à relever les défis et le renforcement des capacités qui sont également nécessaires pour l'État ainsi que de l'écosystème national en général. Il est également dicté par une prise de conscience amorcée depuis cette réforme de l'importance d'un système statistique performant, capable de fournir les informations statistiques crédibles et harmonisées. Cette prise de conscience de l'importance de la statistique s'est particulièrement accentuée dans le cadre de la formulation de la statistique, et dans la mise en œuvre du plan national de développement Djibouti ici, mais aussi des agendas internationaux tels que les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont la mise en œuvre ne peut s'effectuer de manière efficace en l'absence d'indicateurs statistiques fiables permettant d'évaluer les progrès réalisés. Mesdames et Messieurs,
La prise en compte du cadre statistique dans les politiques publiques au niveau opérationnel et stratégique est un enjeu majeur dicté par nos propres défis. Nous estimons par conséquent, en raison donc de cette réforme ambitieuse, que le moment est venu de vraiment tirer profit de cette réforme, mais surtout de s'assurer que cette réforme soit qu'une étape pour les périodes à venir. Et prenons la parole à son tour. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué que la croissance du libre-échange et du commerce est au cœur du plan national de développement et que la réalisation de cette vision ne peut se faire sans données statistiques pertinentes, fiables et à jour. Voici un extrait de son discours. Les statistiques, d'abord, c'est la pierre angulaire de toute prise de décision. On ne peut pas prendre une décision si nous n'avons pas des données en face qui nous indiquent quelle décision il faut prendre. En cette occasion donc de célébration, en 3e journée africaine de la statistique, sous le thème « Moderniser les écosystèmes donnés pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine », je suis particulièrement honoré d'être aujourd'hui parmi vous. Le travail que vous, statisticiens et statisticiennes, accomplissez mérite une meilleure prise de conscience par tous de la nécessité d'avoir des données régulières, fiables et détaillées de la situation sociale, économique. Le rôle de la statistique officielle et des mégadonnées sont incontournables dans la transformation économique et le développement durable de l'Afrique. Le gouvernement reconnaît votre valeur. À cette occasion, se félicite de l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux spécialistes formés à l'INSAE de Dakar. Mesdames et messieurs, dans ce monde à l'économie globalisée, l'Union africaine ambitionne une meilleure intégration économique des pays du continent, ainsi prenant sa source de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif général de la zone de libre-échange continentale africaine consiste à créer un marché commun pour les biens et les services, les investissements et la mobilité de la main-d'œuvre. Cela suppose un marché unique libéralisé pour les marchandises et les services, la libre circulation des personnes et des capitaux, ainsi qu'une union douanière continentale pour atteindre une compétitivité et un développement industriel accru. Pour poursuivre les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, nos pays doivent, au-delà des exportations des matières premières, tourner vers une industrie de transformation mettant en valeur sur notre continent nos ressources naturelles. Il convient de noter que la croissance du libre-échange et du commerce est au cœur du plan national de développement Djibouti ici. Et dans l'actualité également, le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roble, a effectué une visite officielle au camp de la compagnie du commando Bara aujourd'hui pour évaluer donc de près l'état d'avancement des travaux en cours. Le ministre a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée. La visite comprenait une inspection approfondie des installations en construction et des discussions avec les responsables de ce projet. Le ministre du Budget s'est exprimé positivement sur les progrès réalisés jusqu'à présent, en soulignant l'importance stratégique du camp de la compagnie du commando Bara dans le cadre des initiatives en cours. Il a également exprimé sa satisfaction quant à la qualité du travail accompli par l'équipe. Lors des entretiens, le ministre du Budget a souligné l'engagement du gouvernement envers le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité.
Il a assuré un soutien continu du ministère du Budget pour garantir les ressources nécessaires, pour que les ressources nécessaires soient disponibles pour mener à bien ce projet vital. adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan arme jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan arme jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku ammaananaynaa Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, accompagné du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a visité le parc agricole moderne de Djibouti International Free Trade Zone, la première plantation verticale nationale utilisant la technologie hydroponique. Djibouti étant un pays désertique souffrant de ressources en eau limitées, importe plus de 85% de ses besoins en légumes. L'agriculture locale nécessite des quantités importantes d'eau, de ressources et d'empreintes foncières qui s'avèrent non durables et économiquement difficiles. Avec cette approche innovante et respectueuse de l'environnement, le projet contribuera grandement à l'autosuffisance alimentaire car il permettra d'économiser jusqu'à 95% de la consommation d'eau et d'augmenter le rendement de 80 à 120 fois par rapport à l'agriculture traditionnelle. La gamme variée de légumes verts cultivés à l'intérieur des conteneurs de 40 pieds tels que le poireau, la coriandre, la laitue, le chou et les cerises donc peuvent maturité en un mois. Eh bien, la première récolte de 10 variétés de légumes et de pesticides est prévue pour fin décembre. Rappelons que le montant initial d'investissement du projet s'élève à 1,75 million de dollars américains. La prochaine étape de développement du site verra la production de fruits et légumes avant de passer à une usine de taille industrielle. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a dans une interview accordée à notre équipe sur place indiqué que l'autorité des ports et des zones franches a initié aujourd'hui un projet d'agriculture. Ce projet appelé l'hydroponie ou hors-sol contribuera grandement à l'autosuffisance alimentaire, garantir la sécurité alimentaire de notre pays car il permettra d'économiser jusqu'à 95% de la consommation d'eau et d'augmenter le rendement de 80 à 120 fois par rapport à l'agriculture traditionnelle. La République de Djibouti, a-t-il dit, importe plus de 85% de ses besoins en fruits et légumes. La technique de la culture hors sol nous permet, a-t-il dit, de produire des cultures de qualité selon une méthode très précise et bien contrôlée. L'hydroponie nécessite plus d'irrigation car il consiste à planter les fruits et légumes hors sol ou sans terre. Elle se base sur l'utilisation d'un substrat inerte pour maintenir et faire grandir les plantes en utilisant une solution aqueuse contenant les nutriments dont les plantes ont besoin pour leur croissance et leur floraison. 1500 tonnes de fruits et légumes seront récoltés par mois et donc ce projet contribuera à la création d'emplois. Écoutons cette fois, pour plus de précision, un extrait de l'intervention du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale. Et le privilège que l'autorité des ports et des zones franches m'ait invité à la tour
pour voir la culture hydroponique, une culture moderne, une culture basée sur uniquement l'eau et les solutions nutritives. C'est comme si, par exemple, tu prends un sirop ici, tous les éléments nutritifs sont dans le sirop et ça te permet de revitaliser la personne. C'est une culture de dernière génération. Et je voudrais féliciter le président de l'autorité des ports et des eaux franches d'être non seulement le pionnier, mais le pionnier de la dépendance alimentaire, de la réduction de la dépendance alimentaire en matière de légumes et fruits en République de Djibouti. Le travail que nous faisions depuis 40 ans, c'était l'exode rural, le nomade. Le nomade, c'est fini, ça va disparaître, ça va devenir un souvenir. D'installer les nomades dans les bassins versants des grands oueds, qu'ils aient des revenus pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école pour se soigner au niveau des dispensaires et pour avoir un petit revenu qui puisse leur permettre de dégager un revenu décent. Mais jamais, jamais, rien de solide ne pourra se faire en matière de développement des légumes et fruits sans une mutation, sans une révolution, une mutation technologique. Et ce que vient de réussir l'autorité des ports et des eaux franches, c'est, au lieu de faire une évolution, il vient de faire une rupture technologique. La rupture technologique, c'est quoi? C'est d'amener la plus haute technologie en République de Djibouti. Ça va donner un rendement de 300 tonnes à l'hectare. De 300 tonnes à l'hectare, alors que je fais 20 à 40 tonnes à l'hectare. Bon, avec cette rupture technologique, qui peut faire? L'autorité des ports et des eaux franches a eu la vision d'amener des investisseurs privés qui puissent faire le premier pas, étrangers bien entendu, et la conjugaison de la haute technologie. Et je dois vous dire, ministre de l'Agriculture de moderne à haute technologie est en train de se développer au niveau de l'autorité des ports et des eaux franches. Je vous remercie. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des sports, a organisé dans l'après-midi d'hier au stade Omnisport Wafahad une activité intitulée « Sport pour tous et kermesse pour les enfants ». Cette initiative s'inscrit dans le cadre donc de la 5e édition de la Semaine nationale du handicap. Des jeux traditionnels et modernes figuraient donc au menu des activités de ce sport. Cette activité, donc, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Al Sirid, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, donc se sont rendus sur place pour lancer une série d'activités de sport organisées par la NPH en collaboration avec le département chargé du sport. Cet événement s'est déroulé en présence du directeur des sports, le directeur du stade, le directeur général de l'Agence nationale des promotions des sports et plusieurs au cadre de la NPH. La NPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, conduit la politique spécifique en faveur des enfants et particulièrement en faveur des enfants à besoins spéciaux afin que les jeux, l'animation et le sport soient des outils d'intégration sociale autant qu'un espace de loisirs, de convivialité et d'espoir. Et c'est dans cette optique que de nombreuses actions ont été mises en œuvre par l'Agence nationale des personnes handicapées afin de faciliter l'intégration des personnes handicapées au sein des activités d'animation et sportives. Outre un match de football, la foule présente au stade a assisté à une course de 400 mètres pour les personnes non-voyantes. Et voici un extrait de l'intervention du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamel. Heureux aujourd'hui de participer aux côtés de mon ami de Alé à leur journée nationale des personnes handicapées. Cette journée dédiée aussi au sport parce que pendant toute la semaine,
l'agence organise des activités. Et parmi ces activités, il y a le sport. Le sport n'est pas interdit aux personnes handicapées. Et d'ailleurs, ils sont sollicités aussi. Nous avons eu le football, nous avons eu le tennis de table, et nous avons eu la course aujourd'hui. Alhamdoulilah, tout s'est très bien passé. Mais aujourd'hui, ce qui a fait la différence en termes des activités qui ont eu lieu aujourd'hui au stade Fahad, c'est les jeunes autistes aujourd'hui. On a eu l'occasion de parler avec eux, de partir à leur rencontre. Content aussi de les voir. Il y a un spécialiste aujourd'hui avec eux. Il faut savoir aussi que chaque année, aujourd'hui, les gens viennent nombreux. La caravane de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en collaboration avec la FAO a marqué son passage dans le sud du pays. Lancée en 2020, cette alliance a pour objectif de créer un environnement législatif propice à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti. Son initiative de lancer cette caravane découle de sa volonté de rencontrer directement les communautés, de recueillir leurs préoccupations, de sensibiliser et surtout de soutenir activement les initiatives des agro-pastoraux en milieu rural. Après avoir visité la région d'Arta en janvier dernier, la caravane a étendu son action aux régions d'Ali Sebi et de Dikil, concrétisant ainsi l'engagement de l'Alliance parlementaire à se rapprocher de la population. La délégation donc parlementaire a débuté sa mission par des visites protocolaires auprès des autorités régionales des deux régions. Par la suite, elle s'est rendue à Assamou. Elle a échangé avec les membres de la coopérative agricole pour comprendre donc leurs préoccupations et voir les actions qu'ils ont entreprises. Eh bien, jeudi, la délégation a poursuivi son périple à Ab'aïtou et Mouloud dans la région de Dikil, illustrant l'engagement soutenu de l'Alliance en faveur du développement agricole et de la sécurité alimentaire locale. La visite donc des périmètres agricoles et les rencontres avec les agro-pastoraux ont offert aux parlementaires une plongée au cœur des réalités locales, facilitant les échanges avec les agriculteurs et la compréhension des défis auxquels ils sont confrontés. Et cette caravane sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle se poursuivra dans le nord du pays dans les prochains jours. Le secrétariat d'État en charge donc des sports en collaboration avec la CAC Bank a organisé hier une journée porte ouverte pour les enfants au complexe Roi Fahd dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'enfance. Pour l'occasion et pour la 4e année de suite, CAC Bank, en partenariat avec le secrétariat d'État chargé des sports, a organisé une journée dédiée à l'enfant. La cérémonie, riche en couleurs, en animation, a rassemblé plusieurs responsables et membres du secrétariat d'État chargé de sport et de la CAC Bank, ainsi que des centaines d'enfants et des parents. Plusieurs activités pour enfants ont été présentées avant d'honorer sur le podium ceux qui se sont distingués. Pour rappel, la journée dédiée à l'enfant, célébrée chaque année, offre une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ces derniers, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Et solidarité palestinienne, pièce jaune pour les jeunes de Gaza. Premier versement du fonds récolté au CDC d'Ali Sebi suite à l'appel du chef de l'État à la collecte de fonds de solidarité pour la Palestine. Un élan de générosité s'est répandu au sein des CDC des régions de l'intérieur de la capitale. La collecte pièce jaune pour les jeunes de Gaza, Bas-en-Plein. Le comité de la jeunesse de la région d'Ali Sebi investi dans cette noble mission s'est illustré par son organisation de collecte de fonds qui a abouti au rassemblement d'une somme conséquente destinée à apporter un soutien au peuple frère palestinien. Eh bien, lors de la cérémonie emblématique du premier versement, les autorités de la région, à savoir la sous-préfète de la région, Cyril Ouabel-Asso, et le député de la région, Hassan Omar Absi, le vice-président du conseil régional et la jeunesse d'Ali Sebi étaient donc venus en masse pour assister à la première concrétisation de cet acte de solidarité.
Le versement au compte est opéré donc hier, soulignant ainsi l'importance accordée à l'engagement de répondre à l'appel du président. Et enfin, cet événement a non seulement contribué à renforcer les liens de fraternité avec la Palestine, mais également démontré l'efficacité de l'organisation exemplaire des jeunes à Sédhiou. La jeunesse d'Ali Sabié s'est mobilisée pour collecter des fonds. Et aujourd'hui, nous sommes à la BCI d'Ali Sabié pour le versement de la première phase du lancement de collecte de la Palestine. Nous lançons un appel solennel à la population d'Ali Sabié, plus particulièrement la jeunesse et la population dans l'ensemble, dans les localités. Il y aura une deuxième phase qui va commencer, qui va débuter dès aujourd'hui. Je félicite également la sous-préfecture de la région d'Ali Sabié, à savoir Holhol et Ali Adé, et je demande aux autres localités de suivre l'exemple de ces deux localités. Et Israël et la résistance du Hamas ont conclu une trêve de 4 jours qui doit permettre d'acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Eh bien, une récente évaluation de l'ONU sur l'impact socio-économique de la guerre indique qu'environ la moitié des maisons, des hôpitaux, des écoles et des routes ont été détruits. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de 22h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.